Alors, on arrive à la toute dernière séance, assez brève, avec le professeur John List. Alors, je suis ravi de vous présenter un mentor, un ami de la BVA Family, le professeur John List. John n'est pas seulement un géant des sciences comportementales et de l'expérimentation de terrain, c'est aussi l'un des chercheurs en sciences comportementales appliquées le plus important. Il est très connu dans le monde des universitaires. Kenneth Griffin Distinguished Service Professor à l'Université de Chicago. Bonjour John. Comment ça va? Très bien, merci. Oui, je faisais les présentations. Et puis c'est long de faire les présentations. Mais non, vous êtes beaucoup trop gentil. Allez, on y va maintenant. Donc, plus de 20 articles scientifiques, peer-reviewed, 2 best-sellers internationaux, The Why Actis and the Low Voltage Effect. Et les deux nous vous les conseillons bien sûr. Cass Sunstein a dit de lui qu'il a fait plus que tout autre pour faire avancer les méthodes et les pratiques de l'expérimentation de terrain. Je vais arrêter là. Mais John est aussi un praticien formidable, chief économiste chez Uber, chez Lyft et maintenant chez Walmart. Bienvenue à vous, John. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand honneur de faire partie de ce formidable événement. Allez hop, maintenant on y va. On commence à discuter. John, c'est vous le bouquet final de cette journée. Alors je sais que la dernière fois qu'on a discuté, on a parlé de votre livre, de Voltage Effect, mais là je voudrais vraiment parler de la mise en pratique des sciences comportementales. Donc enlevez votre casquette d'écrivain, votre casquette de professeur, et parlez-nous plutôt de quand vous êtes sur le terrain, que vous aidez les dirigeants d'entreprise à mettre en œuvre cette science, cette discipline. Pourquoi pensez-vous que c'est important pour les dirigeants d'appliquer les sciences comportementales dans leur business? C'est la grosse question. Et la réponse est simple, parce que ça marche. Et on sait que ça marche. Parce que différents contextes, différentes situations l'ont prouvé. Dans les années 80-90, je crois qu'on peut bien dire que les sciences comportementales étaient une sorte de curiosité pour universitaires, mais depuis lors, à la fois dans les services publics, dans le tube à essai, dans les entreprises. On a appris beaucoup de choses, dans la boîte de pétri même. Tout ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais en fait, au sein des organisations, on prend des décisions en permanence. On décide de faire des choses nouvelles. Donc moi, ce que je propose toujours, essayez les choses qui sont la norme, essayez de trouver des choses qui sont un peu plus comportementales et faites des tests. Parce que un jour où vous ne testez pas quelque chose pour savoir si ça marche, c'est une journée perdue pour l'amélioration, pour les collaborateurs, des bénéfices, des clients, etc. Tous les jours, ce sont des types de choses qui vont marcher, qui peuvent marcher à grande échelle. Alors moi, il y a une des choses, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, et pour ceux d'entre nous qui comprennent cette science, on le sait bien, mais ce qu'on découvre avec nos clients, on leur donne un exemple, on leur montre, on leur dit c'est très intéressant et ça a fonctionné, par exemple pour des prêts personnels dans une banque, etc. Mais ils répondent, ah oui, mais moi je suis pas banquier, je suis assureur. Ou alors on leur dit, regardez, on a fait ça, ils ont réussi à ce que les gens fassent leur linge de façon plus efficace. Et ils disent, ah oui, mais moi non, moi je fais des produits alimentaires. Donc ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est qu'on parle de comportement humain, mais parfois, eux, ils sont complètement dans leur secteur, dans leur catégorie de produits. Donc vous avez passé de Uber à Lyft, qui sont dans deux entreprises similaires, mais là, vous êtes passé chez Walmart. Comment est-ce qu'on fait cette transition et comment est-ce qu'on répète les choses dans un secteur différent?
Bah oui, quand j'étais chez Uber, j'ai fait un mauvais trip, en l'occurrence une mauvaise course de chez moi jusqu'au centre-ville de Chicago. Et non seulement ça m'a mis en colère, mais en fait, l'entreprise ne s'est même pas excusée. Et là, j'étais hors de moi. Donc je suis allé voir le fondateur, qui était à l'époque CEO, c'est quand j'étais chef économiste là-bas, et je lui ai dit, tu sais quoi, Travis, j'ai eu une course absolument épouvantable et personne ne s'est jamais excusé. Et il a dit, ah bah oui, mais on l'a pas encore fait. Et je lui ai dit, bah si, ça y est, maintenant on peut y aller. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé les sciences du comportement pour essayer de comprendre quel était l'effet des courses ratées. En fait, c'est des centaines de millions de dollars tous les 6 ou 12 mois partout aux États-Unis. L'effet de ces courses, de ces mauvaises courses. Et donc, il faut utiliser ces insights comportementaux pour créer d'autres approches à la façon dont on peut s'excuser et qui pourraient vraiment nous aider à regagner la confiance des clients. Et qu'ils reviennent, qu'ils nous donnent leur argent. Donc on a conduit un certain nombre d'expérimentations et on a développé un produit qui s'appelle Uber Apologies, Uber Excuses. Donc il y a Uber Eats, on l'a passé chez Uber Eats, ensuite moi je l'ai appliqué aussi chez Lyft, quand je suis passé chez Lyft, à la concurrence, et puis on le fait maintenant chez Walmart pour leur service de drive ou de livraison. Les gens ont une vision des pertes plutôt que des gains. Et les gens veulent qu'on restaure leur confiance. Et ça, c'est des choses qu'on peut généraliser. Alors les critiques ont raison. Très souvent, il y a des modérateurs importants qui peuvent modérer ces types d'effets. Mais ça ne veut pas dire que l'effet principal sera absent. On a toujours l'effet principal, mais on a un certain nombre de facteurs atténuants. Quand je travaillais chez Uber, quand on a mis en œuvre les pourboires, et ben ensuite on l'a fait chez Lyft et ensuite on l'a fait à Walmart. On a aussi travaillé sur des programmes de fidélité chez Uber, chez Lyft et maintenant chez Walmart. Et maintenant il y a un projet, le projet Gigaton, qui essaie de sortir 1 gigatonne de CO2 de la supply chain. Et tout ça, ça vient de découverte des sciences comportementales. Mais en fait, le sentiment général, par rapport aux pertes, par rapport aux gains, mais ces types de résultats peuvent se généraliser de façon assez simple, assez naturelle. Alors, en termes de contexte, moi, par rapport à Walmart, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Les défauts, les pertes par rapport aux gains. Comment est-ce que vous faites dans le contexte? Vous expérimentez? Parce qu'évidemment, Uber Eats, Uber Lyft, c'est différent de Walmart. Et je pense qu'il y a des raisons différentes. C'est différent de type d'excuses qu'on peut obtenir de l'un ou de l'autre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, oui, c'est vrai. Lorsque je pense à généraliser les choses, eh bien, en fait, il y a deux éléments. D'un côté, vous avez la population et ses caractéristiques, des gens qui font partie de mon expérimentation. Et l'idée, c'est de trouver des prédictions, de pouvoir établir des schémas en termes de psychologie, sociologie. Et d'un autre côté, vous avez une autre partie, c'est vraiment lié à la situation, les caractéristiques de la situation, le contexte, si vous voulez. Et ce sont des caractéristiques qui souvent sont uniques, mais parfois elles sont partagées dans différents domaines. Donc, lorsque je pense de généraliser ces insights, soit ce sont des compétences ou le passage d'un environnement à un autre, eh bien, dans ce cas-là, j'essaie de voir quelles seront les populations qui vont modifier les résultats et quelles sont les caractéristiques de la situation qui vont changer les résultats. Et sur ces 25-30 ans d'expérience, je me rends compte que même des petits changements d'une situation sont bien plus importants que des changements auprès des gens, par les gens eux-mêmes. Donc, lorsqu'on a plus d'expérience avec les situations et avec des caractéristiques qui sont vraiment importantes en termes de comportement, alors là, on est en mesure de pouvoir définir des lois comportementales.
Voilà, c'est vraiment très exigeant. Généralement, ça fonctionne, hein. Mais lorsque l'on pense à différentes lois, différentes procédures, ça dépend du contexte, de caractériser du contextuel qui doivent pouvoir être reproduits. Vous avez parlé de votre livre récemment et de passage à l'échelle, à grande échelle. Alors, il y a beaucoup de questions sur différents sujets en termes de retour sur investissement. Comment est-ce que vous donnez de retour sur investissement? Évidemment, ce qui est lié à ça, c'est cette notion d'échelle. Quelles sont vos perspectives en termes de challenge pour les sciences comportementales de passer vraiment à grande échelle dans une grande entreprise? Ça pourrait être une superbe idée, mais comment est-ce qu'on passe à grande échelle? Effectivement, c'est important. Je dirais que les scientifiques comportementaux, je pense, on connaît une situation assez injuste parce que lorsque on commence à travailler sur une théorie ou alors étudier les résultats concrets, l'idée c'est de tester la théorie, évidemment. Eh bien, on ne pensait pas penser à grande échelle en tant que tel. Donc, on a travaillé sur tel domaine, telle partie du monde, mais les gens me disent souvent, ça ne va pas fonctionner pour moi dans ma partie du monde ou de manière générale. Honnêtement, on n'a vraiment jamais été encouragé. Et dans le monde académique, on est récompensé lorsque l'on voit si une théorie fonctionne dans telle ou telle situation, parce qu'on pense que cette théorie peut être généralisée. Lorsque l'on réfléchit et lorsqu'on se demande si l'on va pouvoir passer à grande échelle, eh bien, là, il faut une approche recherche tout à fait différente. Si votre principale inquiétude, c'est véritablement de créer une idée qui va pouvoir être dupliquée à grande échelle, alors il faut véritablement voir quel est le processus de génération des données, mais de manière tout à fait différente de ce que faisait à l'origine. Il faut comprendre les caractéristiques, les contraintes, les idées qu'il faut développer à grande échelle. Et il faut tester cela dans la boîte de pétri et ainsi apprendre évidemment si l'idée en général travaille dans la meilleure situation possible, puisque nous on fait des tests d'efficacité, mais il faut également tester les limites de ces idées dans un cadre initial. Et ainsi, lorsque l'on fait cela, eh bien de plus en plus de personnes se rendent compte, vous savez quoi, ça fonctionne évidemment dans un cadre idéal, mais ça fonctionne également dans des environnements peut-être un peu plus exigeants. Quelques exemples. J'ai écrit un article il y a quelques années, $100 million nudge, le nudge à 100 millions de dollars. Et c'était une expérimentation. Je travaillais avec un groupe, avec le gouvernement républicain, pour essayer de comprendre comment de petits trucs simples qu'on développe dans la boîte de pétri peuvent être vraiment dupliqués à toute la fiscalité. Évidemment, c'est ce nudge à 100 millions de dollars. Et lorsque vous voyez Uber, vous voyez Walmart, eh bien, c'est pareil. Lorsque vous travaillez avec Virgin Atlantic, c'est la même chose, des petits trucs qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de la flotte et qui peuvent permettre de sauver des émissions de CO2 d'ordre de 25 millions ou de gagner effectivement des dépenses en matière de carburant, des millions en la matière. Donc ce passage à l'échelle montre que même des petits trucs peuvent vous donner soit petit, à petite échelle, et beaucoup, énormément à grande échelle. Donc lorsqu'on réfléchit à tout cela, les sciences comportementales vont prendre une importance grandissante. On a parlé avec des hommes de terrain, des femmes de terrain dans différents secteurs à travers cette journée. Le jeu, la pharma, le retail, les biens de consommation, le transport. Est-ce que vous avez des recommandations pour des organisations afin qu'elles restent éthiques, déontologiques dans leur utilisation des sciences comportementales
comportementale et dans leur expérimentation. Alors, je suis heureux que vous en parliez, parce que véritablement, c'est l'un des points les plus importants. Bien souvent, ça reste marginalisé. Mais moi, je suis en train d'écrire un livre sur l'économique expérimentale, expérimentation dans les sciences sociales, et là-dedans, dans ce livre, je parle de l'éthique de l'expérimentation économique. Et c'est un chapitre qui est le plus important, en fait, dans tout le livre. Et je réfléchis à cette question d'éthique, de déontologie, et je pense que ça s'applique de trois façons. D'abord, dans le reporting, de manière simple. Est-ce qu'on fait un reporting des résultats de manière fidèle, déontologique, notamment en termes de conflit d'intérêts. Et puis, il y a également une question de gestion. Et ça aussi, la gestion doit être déontologique. Il faut vraiment faire bien en matière de gouvernance et de gestion. Généralement, quand on parle de cela, c'est lorsque les recherches ont des conflits d'intérêts, les chercheurs ont des conflits d'intérêts. Et souvent, dans ces cas-là, il faut prendre une décision et décider quelle est la route, quelle est la voie que l'on va emprunter. Pour moi, il faut s'assurer que lorsque l'on travaille, il faut qu'il y ait... On ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des populations au hasard et avec des groupes de contrôle. Mais nous avons également des attentes parce que à savoir que chaque participant fasse mieux, s'améliore. Donc, ça va au-delà des reportings et des règles. Mais je pense qu'il faut vraiment être prudent sur cette question de la déontologie et s'assurer que on améliore toujours les sujets que l'on étudie. Et en matière d'éthique, encore une fois, cela va prendre de plus en plus d'importance puisque personne ne veut se lancer sans déontologie. Mais si on peut améliorer les choses, je pense que l'on va faire de gros progrès en la matière. Une toute dernière question, peut-être, avant de prendre des questions dans la salle. Oui, John. Si l'équipe leadership, les leaders d'une grande entreprise voulaient diffuser l'apprentissage et les méthodes en matière de sciences comportementales au sein de leur entreprise, il y a des différentes manières de procéder. D'abord, établir une équipe dédiée ou alors former absolument tout le monde au sein de l'entreprise. Ou alors, encore, créer des champions, former des champions, des experts en sciences comportementales dans les principales BU. Ou peut-être encore diffuser cette culture de l'expérimentation, de manière à créer une culture de la réflexion critique au sein de l'entreprise. Je sais que c'est quelque chose qui vous est cher. Quelles sont vos perspectives, vos recommandations si moi je souhaite diffuser cette culture de la science comportementale? C'est quoi la meilleure façon de faire? Ah, c'est une belle question et évidemment, j'ai une expérience limitée et moi, j'ai fait partie de telles équipes, différentes équipes donc, qui travaillent sur ces questions et j'ai également été chargée du changement de culture au sein d'entreprise. Ça, c'est très difficile. Hein. J'ai même été chargée au sein d'organisations. J'ai fait partie de ces organisations au sein d'équipes qui cherchent à diffuser ces insights comportementaux. Donc, j'ai vu comment les choses se passent et ce que je vois, c'est que avec mon expérience particulière, lorsque quelqu'un se veut un expert ou un groupe d'experts d'ailleurs en sciences comportementales et que ces personnes-là sont partie prenante, sont intégrées à l'organisation et travaillent dans une partie de l'entreprise, eh bien, on comprend là vraiment à quoi ressemble la culture. Quelles sont les questions qui sont importantes? Quels sont les obstacles, les éléments bloquants? Ça vous aide vraiment à soumettre des propositions, des idées et des interventions comportementalistes que vous voulez tester. Donc,
la première étape serait vraiment de créer une équipe d'experts qui sera en charge de cela et aussi une équipe qui va pouvoir passer à grande échelle, c'est-à-dire de faire de ces insights originaux et les caractéristiques qu'il faut apprendre pour mettre en œuvre toutes ces recommandations. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement des experts, une petite équipe qui va permettre de diffuser le changement et d'identifier ce qui fonctionne et qui répond vraiment aux besoins de l'entreprise. Je pense que ça, c'est l'approche la plus efficace que j'ai pu observer dans le passé, que ce soit des entreprises ou des ONG. John, je vais essayer de clarifier les choses. Les participants se sont enregistrés et certains prennent des décisions, évidemment, puisqu'ils font partie du top management, et d'autres sont des managers sur le terrain ou des stratégistes. Ils travaillent en matière de conformité et de data. Pensez-vous qu'au sein d'une organisation, il y a un département, un domaine particulier où on peut vraiment, sur lequel se concentrer pour pouvoir planter cette graine-là des sciences comportementales? Je pense qu'il faut parler directement avec le PDG, que cette équipe parle avec le PDG et avec les personnes également qui prennent des décisions importantes. Là, si vous allez à un niveau inférieur, ça ne va pas fonctionner vraiment. Il faut que cette équipe d'experts-là soit en mesure, évidemment, de parler directement avec les décisionnaires, ça c'est une chose, mais il faut que ça fonctionne dans l'autre sens également, c'est-à-dire qu'il faut avoir un engagement beaucoup plus fort en faveur de votre cause, avec un partenariat plus fort également. Si les gens savent que vous parlez directement avec les décisionnaires et que vous allez avoir un impact sur le changement, si vous n'êtes pas en mesure de faire cela, je pense que ce sera vraiment difficile de pousser. On a une première question dans la salle, John, qui vient de Lorraine et qui nous regarde en ligne et explique que vous avez parlé des bénéfices pour une entreprise, pour les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Quels sont les impacts sur les employés, qualité de vie, le bien-être au travail? Ah oui, effectivement. Quelques exemples, si vous me le permettez. L'un des exemples, c'est les différences salariales entre hommes et femmes chez Uber. Et, instinctivement, je réfléchissais au salaire des conducteurs chez Uber. Et il y a beaucoup d'arguments traditionnels qui expliquent pourquoi les femmes sont moins payées sur le marché du travail. C'est lié aux négociations salariales, aux heures de travail, etc. Et il y a beaucoup d'arguments qui sont mis de côté, en fait. Donc, on a travaillé avec Uber, avec notre chef économiste, pour comprendre quel était ce gap salarial et comprendre pourquoi les femmes, même chez Uber, touchaient 7% de moins par heure. Et il y avait des éléments. Par exemple, les femmes acceptaient l'ensemble des courses, toutes les courses qui leur étaient proposées, alors que les hommes étaient plus stratégiques dans leur choix. Les femmes travaillent également non pas à temps plein, mais à temps partiel. Donc, on a étudié ce système pour essayer de réduire cet écart salarial. C'est la même chose avec Virgin Atlantic Airways. On a fait des économies pour Virgin Atlantic et on a parlé des émissions de CO2 qui ont permis d'économiser. Et on a également parlé de la joie des capitaines qui avaient une satisfaction véritablement par rapport à ce qu'ils faisaient. Et la satisfaction des employés, satisfaction des capitaines qui travaillaient, des commandants, pardon, qui travaillaient, était bien plus importante du fait de ces interventions-là. Donc là, c'est un autre exemple des sciences comportementales
qui aident les gens, les employés, qui ont ces expériences-là personnelles. Merci, Lorraine, pour cette question. Moi, je pense effectivement que si je suis dans l'avion, j'ai envie que mon commandant de bord soit heureux. John, vous avez travaillé dans le secteur public et sur les fiscalités, les entreprises de transport. Maintenant, vous travaillez avec un plus gros des retailers dans le monde. Est-ce qu'il y a un secteur, un domaine qui vous tente vraiment en tant que consultant? Parce que véritablement, vous pensez pouvoir avoir un impact sur les comportements en interne, en externe, et ça vous intéresse parce que ça pourrait avoir un effet très positif sur le monde. Ça, c'est une bonne question, mais je suis très, très heureux chez Walmart, d'abord, je voudrais le dire. Oui, on sait, on a compris. Mais peut-être dans 10 ans. Bon, d'accord. Alors, s'il n'y avait pas de Walmart, qu'est-ce que je rechercherais? Eh bien, moi, ce que je recherche, ce sont des partenariats qui me permettent d'activer ces données, des données que l'on peut générer, pas uniquement pour que l'entreprise, les employés et les clients soient plus heureux, s'améliorent, mais également régler des problèmes sociaux grâce à ces données. On a publié des articles sur l'intelligence artificielle et l'utilisation des données pour s'attaquer au problème du dénominateur. Typiquement, on ne sait pas comment les crimes se répartissent, par exemple, parmi les différents groupes de population. Mais on peut suivre les téléphones d'une personne dans une voiture pour savoir si la voiture accélère ou pas. Et là encore, on a des définitions des crimes parmi différents groupes de population. Donc, par rapport à la vitesse, on peut avoir ces données et on voit quoi exploiter. Donc, dans le domaine de la criminalité, on peut avoir des partenariats académiques avec une entreprise et résoudre un problème social extrêmement important. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est vraiment de pouvoir s'attacher aux projets qui vont nous permettre, qui vont nous permettre d'améliorer le monde et avoir cette approche très scientifique pour pouvoir changer cette littérature et permettre aux gens d'apprendre ce qui se passe dans le monde qui les entoure et ainsi combattre ces difficultés sociales, que ce soit la discrimination, que ce soit l'écart salarial homme-femme, que ce soit le changement climatique ou encore la manière dont les policiers traitent les individus. Évidemment, pour que les choses soient plus justes. C'est ça, les caractéristiques que je recherche dans un partenariat. Nous avons une question, John, d'une personne qui est avec nous ici à Paris. Mais nous l'entendons mal. Et il nous faut un micro. Ça arrive, John. Il faut qu'on ait un micro qui fonctionne. Est-ce que vous m'entendez, John? Oui, je vous entends très bien. Je suis heureux de vous rencontrer. Je travaille chez Novartis. Je voulais revenir à cette question de déontologie. Moi, je travaille effectivement dans la conformité, l'éthique et l'utilisation éthique de ces sciences comportementales. Ça m'intéresse. J'étais intriguée par rapport à ce que vous disiez. Comment est-ce que les gens s'améliorent? Moi, j'ai réfléchi à cette question et je me rends compte que les considérations éthiques appliquées aux sciences comportementales sont déconnectées des sciences elles-mêmes. C'est plus simple de résoudre les problèmes en matière de sciences comportementales, la transparence, la robustesse, etc. C'est plus simple à régler. Mais je pense que la question déontologique ne touche pas aux sciences comportementales pour les entreprises. C'est plutôt une question d'intérêt. Dans quel intérêt fait-on cela? Est-ce que c'est pour le bénéfice de l'industrie ou des entreprises? Est-ce que c'est pour le bénéfice de la société? Qu'en pensez-vous? Vous avez raison. Lorsque vous voyez le Walmart ou le travail Helsinki ou le travail qui a été accompli depuis lors, les règles définies, eh bien, je dirais que c'est une question
qui touche les scientifiques et qui touche la manière dont on peut générer des données. Mais en fait, c'est bien plus que cela. Il faut qu'il y ait un traitement approprié de sujets expérimentaux. Lorsque l'on met sur pied des expérimentations, lorsque l'on travaille avec des données humaines, eh bien, nous avons un certain nombre de lignes directrices qu'il nous faut suivre. Et il faut que les choses soient très claires pour nous, pour nos organisations, pour nos entreprises, sur les résultats attendus pour chacun d'entre nous. Vous avez raison, c'est vraiment une question qui va bien au-delà des sciences comportementales. C'est une question qui touche à votre code de déontologie, votre compas moral, si vous voulez, boussole morale. Donc moi, j'ai écrit là un ouvrage en réfléchissant à toutes ces questions, et il y a eu beaucoup de travail accompli, qui parfois est assez abusif, tout type d'expérimentation sur les sujets humains. Donc il faut réfléchir aux conclusions que l'on tire de toutes ces expérimentations et aux normes déontologiques que l'on veut pousser, que l'on veut encourager. Et nous sommes des humains, nous sommes des scientifiques, mais nous sommes humains. Donc moi, je pourrais vous envoyer le chapitre que j'ai écrit si vous me donnez votre email. Je serais heureux d'avoir vos commentaires. Mais moi, j'ai des standards, des règles, d'or, d'argent, etc. Et pour moi, je pense que les personnes qui travaillent sur les données doivent pouvoir contribuer, donner des insights sur les autres humains je pense qu'il doit y avoir des normes en la matière à suivre, un protocole, si vous voulez, sur lequel on pourrait tous se mettre d'accord pour utiliser ces sciences comportementales. Et c'est là où c'est intéressant. Les tensions se créent lorsque il y a des différences. Ça dépend de nos choix, si on veut aider le client, si on veut aider l'entreprise ou les employés. Et lorsque vous aidez l'un d'autre, eh bien, c'est peut-être au détriment de l'autre partie prenante. Et ça, c'est une tension constante que nous connaissons en tant que chercheurs. Donc, moi, j'y réfléchis parce que je veux faire des choses qui ne soient pas faites au détriment de tel ou tel, mais qui aident tout le monde. Donc, ce seraient des règles que j'aimerais suivre, et ce sont cette approche avec des règles d'or. Évidemment, ce n'est pas toujours faisable, parce qu'il y a des situations particulières. Parfois, les choses se font au détriment de telle ou telle partie prenante. Donc, on évoque dans ce rapport Walmart de ces différents cas, mais ce que l'on veut, c'est s'assurer qu'on ne va pas faire les choses contre tel ou tel groupe. Moi, je veux aller bien au-delà de cela. Je pense qu'il faut qu'il y ait compensation à tout détriment qui est réalisé. Et il y a des débats là-dessus. Il y a des débats qui touchent au consentement. Et évidemment, lorsqu'on parle de consentement, généralement, on fait le lien avec la confidentialité des données. Le consentement, c'est un processus qui génère différentes questions, dont la question de la confidentialité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui existe, que ce soit le rapport Belmont ou les règles d'Helsinki, et de voir comment pourrons-nous améliorer les choses en termes d'expérimentation, de scientifiques comportementaux pour s'assurer qu'ils adoptent les bonnes normes, les bons standards. Il y a encore des zones d'ombre, bien sûr, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce débat, cette discussion, et voir où on en est. Merci beaucoup, John.
C'était formidable de vous avoir pour cette dernière session. On doit vous dire au revoir à Chicago parce que ça fait quelques heures que nous sommes là à Paris. On est là depuis 8h30 ce matin et il est maintenant 8h passées. Merci beaucoup, c'était formidable de vous accueillir et à bientôt, nous l'espérons. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à l'ensemble de la communauté. Vous faites un travail formidable et vous pouvez me joindre par le biais d'Eric et Ted et je serai heureux de revenir vers vous. Merci beaucoup. Merci, John. Merci beaucoup.